killer, le terme anglo-saxon pour dire le réducteur de coûts, celui qui fait des économies, notamment sur la masse salariale. Les trois donc, ont fait appel et maintenant le procès est en cassation. Il y a un pourvoi en cassation, mais les avocats de Sud sont plutôt optimistes, pensent qu'ils vont avoir vraiment du mal à renvoyer le procès en appel. Enfin, d'après les premières informations qu'on a, la cassation ne tient pas. La cassation ne tient pas parce que elle est notamment je ne suis pas juriste moi-même, mais la cassation repose beaucoup sur les argumentaires de forme. Or, en fait, les avocats qu'on voit dans le film, très bien d'ailleurs, hein, ont vraiment bien travaillé et ils se sont bien gardés de façon à ne pas pouvoir prêter le flanc à un vice de forme. Or, la cassation, notamment, principalement, juge sur la forme, moins sur le fond. Donc voilà. Donc pour le moment, l'hypothèse optimiste, c'est que la condamnation en appel est définitive. Cela dit, c'est léger. Hein. Vous avez vu, c'est 12 mois avec sursis. C'est pas grand-chose. C'est vraiment pas grand-chose. Donc voilà. Mais l'avocat explique bien dans le film qu'il n'a pas été possible, contrairement au procès qui va avoir lieu pour La Poste. Je crois qu'il y a 2 salariés qui se sont suicidés il n'y a pas très longtemps à La Poste et que les avocats ont choisi de poursuivre pour homicide involontaire. Or, en fait, c'est très compliqué et le Tessonnière, l'avocat l'explique très bien dans le film en expliquant que c'est compliqué parce qu'il faut pouvoir faire la preuve qu'il y a un lien direct entre la direction et le salarié. Et ça, c'est très compliqué à prouver. C'est pour ça que dans l'affaire de France Télécom, ils ont choisi d'aller sur l'homicide, justement pas sur l'homicide, mais sur le harcèlement moral institutionnel, ça veut dire systémique. C'était vraiment le problème d'un système qui a fait pression sur les salariés pour les faire partir. Donc voilà. Il s'agissait quand même de 20 000, une réduction de 20 000 salariés. C'était énorme. Pour une entreprise qui avait 150 000 salariés, ce qui était considérable. C'est des métiers entiers qui ont disparu d'ailleurs, hein, avec les progrès de l'informatique et de la technologie. Les métiers, par exemple, des lignes, ce qu'on appelait les lignards à l'époque, c'est-à-dire les ouvriers qui allaient mettre les lignes, rafistoler à chaque fois qu'il y avait un épisode climatique, une tempête de neige, etc., qui étaient là pour remettre les lignes. Aujourd'hui, ça n'existe pratiquement plus. Orange est devenue une boîte de cadres. Il n'y a pratiquement plus de ces métiers de techniciens de l'époque. Donc ça a beaucoup évolué et beaucoup changé. Mais on n'empêche que ce procès reste quand même tout à fait exemplaire. À signaler, vous l'avez vu dans le générique, peut-être ça vous a impressionné, le nombre de gens qui ont contribué au financement. Eh bien, figurez-vous que c'est presque toujours des parties civiles. Il y a eu 108 parties civiles dans les procès. Ça veut dire des familles qui ont porté plainte contre l'entreprise. Alors, évidemment, la famille des 20 qui se sont suicidés, mais il y a également beaucoup de parties civiles qui ont porté plainte pour stress, harcèlement, etc. Et toutes ces parties civiles ont été indemnisées par l'entreprise. Orange, en tant que telle, l'entreprise Orange n'a pas été en appel. Elle a préféré payer. Ils ont sorti le carnet de chèques et ils ont payé. Et donc, les parties civiles, une grande partie des parties civiles ont abondé le financement du film. Ce qui nous a permis de faire le film. Parce qu'au départ, on n'avait pas beaucoup d'argent. Donc, les syndicats ont mis évidemment au pot, puisque les syndicats ont touché aussi, ont été indemnisés. Mais également, toutes les parties civiles individuelles ont donné de l'argent pour permettre de faire le film. Ce qui est assez à noter parce que c'est quand même assez particulier et intéressant. Voilà. Alors maintenant, je suis là pour répondre à vos questions. Alors, je ne suis pas syndicaliste, hein, je vous l'ai expliqué. Je suis journaliste. Moi, j'ai fait un travail d'enquête et là, j'ai conduit les entretiens. Alors, on ne me voit pas à l'écran, ce qui était un choix délibéré du réalisateur, et moi, ça m'arrangeait. Mais en revanche, j'étais là devant la caméra, avec la caméra au-dessus de moi, qui filmait les gens. Et après, évidemment, au montage, on a gardé une petite partie des entretiens. Voilà. Ben, écoutez, je suis là pour répondre à vos questions, s'il le faut, si vous en avez, si vous n'êtes pas complètement assommé. C'est un film qui est quand même dur. Et je trouve que son intérêt à la fois, c'est la mémoire de cette histoire qui est importante à sauvegarder, mais en même temps, le film a un intérêt parce qu'il ouvre des questions sur le travail, sur le sens du travail, qu'est-ce que c'est que le travail,
voilà, pourquoi travaille-t-on et quel est le sens, quelle est la finalité, l'utilité sociale du travail. Enfin, ça ouvre plein de questions intéressantes. Voilà. Tout à fait. C'est à vous. Ce n'est pas une question, c'est un témoignage. Allez-y, je vous en prie. Ça me revient maintenant. Il y a une dizaine d'années, je travaillais encore sur Marseille, avant de prendre ma retraite. Et puis 2 fois, j'ai pris en stop à la sortie, le soir, hein, à la sortie de Marseille, je prenais en stop un gars. Il rentrait chez lui avec le gars en question. Il rentrait chez lui. Et donc, on a bien parlé dans la voiture à chaque fois. On s'est même revus, je crois, on s'est même croisés plus tard. Et en fait, c'était un garçon, un homme plutôt, je dirais, qui travaillait à France Télécom, à l'ESSEPS. Il y a une agence ici, pas très loin d'ici, qui se trouve à l'ESSEPS, c'est l'agence France Télécom. Avec ce qu'on a vu dans ce film, on lui a demandé de quitter son boulot. Je crois qu'il était technicien. Donc, on lui a demandé de quitter Aix pour aller travailler à Marseille. Donc, il s'est retrouvé dans les bureaux de nouveau Orange à Marseille. Et de là, on lui a fait voir de toutes les couleurs, lui qui était technicien. On l'a baladé d'une mission à une autre mission, je ne sais pas vrai. Il s'est retrouvé dessinateur, enfin, il m'a raconté tout ça. Enfin, on lui a fait voir de tous les côtés. Mais il était très remonté. En fait, il était teigneux comme tout. Et en fait, il s'est battu, mais s'est battu, il continue de se battre. Il a même dû aller au prud'homme. Il ne m'a pas parlé de syndicat, hein, mais peut-être qu'il était aidé par le syndicat, je n'en sais rien en tout cas. Hein. Mais enfin, quand je le vois, quand même, il était remonté, vous ne pouvez pas savoir, remonté contre France Télécom, mais alors ça partait au quart de tour avec lui. Hein. Et je me demande même si son caractère qu'il me présentait, c'était pas lié à tout ce qu'on lui a fait subir. C'est-à-dire en réalité, peut-être qu'à l'époque, il était normal, c'est bonhomme. Et, comme et puis là, à chaque fois, il partait dans tous les sens, hein, contre France Télécom. Donc, c'était il y a 10 ans. Peut-être est-il maintenant à la retraite, peut-être même retraite forcée. Peut-être même retraite forcée, peut-être. On s'en est débarrassé, à mon avis. Non, mais on voit bien dans le film, il y a des images de manifestations, et puis c'est poignant parce qu'il y en a, et en même temps, il y a des salariés qui culpabilisent. Je ne sais pas, vous avez vu quelques témoignages où on n'a pas empêché le collègue finalement de passer à l'acte, etc. C'est terrifiant parce que c'est une culpabilité que les gens portent sur eux. Il y a tout type de réaction. Hein, et en même temps, ceux qui sont vraiment en colère, parce que dans le suicide, enfin dans la violence qui retourne contre soi-même, c'est terrifiant. On se dit mais pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas exprimé cette violence contre le patronat, enfin contre la direction, au lieu de la retourner contre eux-mêmes. Et les psychologues, c'est pas forcément dit dans le film, mais les psychologues ou les sociologues qui travaillent là-dessus, sur la souffrance au travail, disent souvent que c'est les gens les plus impliqués dans leur travail qui sont les plus malheureux. Ah oui. Parce que ceux qui ont une certaine distance, ils arrivent à dealer plus ou moins leur rapport au travail. Mais ceux qui sont très impliqués, très investis émotionnellement, etc., c'est ceux-là qui souffrent le plus. Et ça, c'est vraiment terrifiant, quoi, quand on comprend ça. Bon, ben moi, je vais intervenir. J'étais assistante sociale à France Télécom. Ah, vous étiez assistante sociale à France Télécom. Avant, donc je suis partie. D'ailleurs, c'est bête à dire, hein, mais je suis partie en avance parce qu'ils ont viré tout le monde. Hein. Oui. Donc vous êtes partie avant 2009, alors? Oui. D'accord. Moi, je suis partie en 2001. D'accord. Mais on sentait déjà, j'ai vraiment beaucoup d'émotions à avoir vu ce film, parce que on sentait déjà donc, toute cette transformation de l'entreprise, et aussi la peur, on parle beaucoup de la peur, et qui a conduit aussi à l'individualisation. Il n'y avait plus d'équipe, c'était un peu chacun pour soi, quoi. Et la seule réponse qu'on pouvait avoir quand les gens se rebellaient un peu, c'était vous partez, vous partez, vous partez. Ça m'a vraiment refait vivre des choses, et aussi l'histoire des écrans dans les couloirs. Il y avait des écrans dans tous les couloirs avec la montée de l'action. Avec la bourse. Avec en plus des problèmes, parce qu'il y avait des gens qui avaient effectivement pris des actions et qui avaient gagné beaucoup d'argent. Il y avait des gens qui venaient vous expliquer à quel point c'était important d'avoir des actions, quoi. On le sentait, on sentait tout ça. Moi, je ne pensais pas que ça allait avoir de telles proportions, mais c'était vraiment, j'ai très bouleversée par ce film. Je vous remercie vraiment beaucoup. Puis en même temps, ce qui est dur, c'est que ça continue. C'est ça qui est dur. Bon, on a pas mal d'amis à la poste, c'est exactement pareil. Ouais.
Oui, vas-y. Alors, merci pour cette œuvre de mémoire, puisqu'à un moment, il y a ce cadre qui dit que je suis là pour faire l'amnésie. Donc, c'est très bien de documenter tout ça. Et il y a une quinzaine d'années, j'ai appris la différence entre la douleur et la souffrance. Je l'explique avec la douleur, c'est par exemple quand un bébé il va apprendre qu'il ne faut pas mettre le doigt sur la flamme parce qu'il y a de la douleur physique. Par contre, la souffrance, c'est l'interprétation mentale. Et en fait, un sportif de haut niveau qui veut à tout prix gagner les Jeux Olympiques par exemple, eh ben, il va aller au-delà de ça, il va s'approcher le plus possible de la limite, mais comme il l'a décidé, il n'y a pas la souffrance, même s'il y a de la douleur. Par contre, là, dans ces situations, on subit. Et on subit tellement que quand on ne voit aucune issue, eh ben, on peut aboutir à d'automutilation, mais l'automutilation où on se fait le couteau qu'on s'enfonce un peu sur celui-là, au moins on le décide et on l'arrête, on maîtrise, on est dans la maîtrise. Et après, quand on n'a vraiment plus de maîtrise, et justement quand on est impliqué dans son travail et qu'on se le fait pervertir, il parle de la perversion du vocabulaire, ces valeurs sont tellement détruites que sa vie soi-même ne vaut plus rien. Ouais, non, c'est clair. C'est difficile pour nous de le vivre nous-mêmes. Enfin, on compatit, on comprend cette. En même temps, dans le film, on a essayé d'éviter d'aller vers la compassion parce que c'était un piège aussi qu'on ne voulait pas. On ne parle pas tellement des phénomènes de suicide au fond. C'est pour ça qu'on a choisi les premières scènes du début. Vous avez vu le dessin avec les témoignages des 2 enfants d'un des suicidés, qui a été d'ailleurs un des cas qui a été le plus documenté, et qu'on montre avec un trait de plume pour éviter justement de les mettre à l'écran, parce qu'ils auraient été volontaires. On leur a posé la question et ils voulaient témoigner. Mais on a préféré, justement pour éviter de tomber dans le côté compassionnel, pour avoir vraiment une approche politique du phénomène. Mais toutes ces questions de souffrance, elles ont été beaucoup travaillées par les psychologues et les sociologues, enfin pas tous, mais en tout cas certains qui sont un peu connus, qui ont fait des bouquins. Je pense à Vincent de Kolchak, je pense à Yves Clos du CNAM, enfin il y en a plusieurs qui ont vraiment travaillé sur ces questions-là et qui expliquent très bien ce que vous êtes en train de dire justement. À la fois que ce sont les gens les plus investis qui souffrent le plus, contrairement à ce qu'on peut penser d'ailleurs, rationnellement on se dit non, pas forcément, mais si, c'est vraiment comme ça. Et puis aussi ce qu'on appelle les injonctions paradoxales, vous savez, ça veut dire à la fois vous devez être hyper performant, et vous devez être autonome, prendre des responsabilités, etc. Et en même temps, on vous met des contrôles et des objectifs comme ça qu'il faut arriver à atteindre au bout de l'année, etc. Donc à la fois une contrainte extérieure très forte, et en même temps, on vous dit, allez-y, révélez-vous dans le boulot, etc. Et là, c'est typique de l'injonction paradoxale. Et ça, c'est terrible à vivre, terrible. C'est ce qui fracasse les gens, quoi, vraiment, véritablement. Donc voilà, il y a tout un tas de phénomènes comme ça qui se passent dans le travail. Plus ce que vous avez dit, je crois que c'est vous qui avez parlé de la disparition des collectifs. Autrefois, il y a des collectifs de travail, des collectifs de lutte. Aujourd'hui, tout a été individualisé, informatisation, individualisation, etc. Tout ça, privatisation, financiarisation, surtout des entreprises, avec les objectifs en termes de cours de l'action, etc. Tout ça, ça se combine pour finalement faire des situations qui sont terribles pour les salariés. Et ça, c'est partout. On voit ça aussi dans le public. L'hôpital, l'éducation nationale, il y a aussi les mêmes méthodes de management sont utilisées. C'est bien construit. Voilà. Et c'est difficile de lutter. Justement parce que les collectifs ont été beaucoup malmenés. Donc, ça, c'est bon. Les collectifs, ils sont aussi un peu moins présents parce que les salariés restent moins dans les entreprises. En tout cas, elles font plus des longues carrières comme elles pouvaient faire avant. Exact, oui. Et du coup, moi personnellement, quand j'étais pas bien dans une entreprise, effectivement, dès que j'avais l'opportunité, je partais. Pour justement éviter la confrontation, le conflit.
mais du coup, c'était laisser effectivement les collègues dans leur, dans la vie de l'entreprise. Donc c'est vrai que le collectif, il est également moins présent parce que ça bouge aussi. Les carrières sont plus les mêmes. Oui, exact, c'est vrai. C'est vrai, notamment chez les jeunes, on le voit aujourd'hui. Hein. Les jeunes ne veulent pas forcément avoir des carrières longues, toujours dans la même boîte, et cherchent au contraire, quand ils le peuvent. Hein. Oui. Parce que c'est pas possible partout. Hein. Quand on n'a pas de formation, pas de diplôme, etc., c'est le télétravail, c'est Uber et compagnie. Donc c'est pas évident non plus. Mais en tout cas, ceux qui le peuvent, qui ont fait des études et qui ont un vrai métier, moi je vois mes propres enfants par exemple, ils n'ont pas du tout envie de s'éterniser dans la même boîte toute leur vie. Hein. Au contraire, ils sont beaucoup plus mobiles et ils cherchent à évoluer, à faire... Bon, voilà. Oui, d'où la difficulté du collectif et de pouvoir se bagarrer ensemble autour d'un CSE ou de je ne sais quel... Ouais, oui. Et voilà, ça c'est quelque chose qui est un peu en train de s'étioler. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, mais vous avez des phénomènes de mise en concurrence des salariés entre eux, par exemple, dans les entreprises, avec les objectifs, les évaluations permanentes, etc. C'est terrible, on se compare aux voisins, et ça c'est aussi diviser pour régner, hein, c'est connu quand même. Donc c'est des méthodes qui sont appliquées partout ou à peu près, qui ne sont pas forcément productives d'ailleurs, c'est absurde, parce que dans cette volonté de contrôle absolu, où on ne laisse plus aucune subjectivité, aucune créativité, je ne suis pas sûre que ce soit vraiment rentable. Enfin bon, c'est un autre débat. Mais c'est un débat hyper important. Hein. C'est un débat très important. C'est un débat très intéressant, bien sûr, bien sûr. Comment ça peut quand même marcher? Bien sûr. C'est quand même fou. Et la question de l'organisation du travail, là, à la fin, elle est vraiment essentielle. Effectivement, c'est quelque chose dont on ne parle pas. Alors, entre collègues, bien sûr, on en parle. On a toujours des idées pour améliorer l'entreprise. Et puis, quand éventuellement on essaye par différents biais d'en parler plus ou moins au N+1 ou N+2, de suite on se prend des murs, quoi, parce que nous, on n'est pas décisionnaires et que normalement, c'est assez aux responsables aux dirigeants qui devraient avoir les idées et pas aux salariés qui ne seraient même pas cadres en plus. Donc c'est pas possible d'entendre ça. Ce qui est au fond une absurdité totale, parce que qui connaît mieux le boulot que les salariés eux-mêmes, forcément. Donc c'est absurde de laisser aucune marge comme ça. C'est ce que dit la députée à la fin, la écologiste, quand elle parle, quand ils sont tous les trois là. Elle le dit là très bien sûr. C'est absurde, c'est totalement absurde et contre-productif, mais bon. C'est contre-productif, mais il faut savoir de côté on se place. Oui. Voilà. Si vous placez du côté du patronat et de ces forces qui, finalement, détruisent à la fois le monde du travail, l'environnement, pour eux tout est rien n'est contre-productif. Voilà. Au contraire, ça marche très bien pour eux. Il y a aussi... en face, il n'y a pas la force nécessaire pour C'est vrai que le syndicalisme aujourd'hui a beaucoup baissé, a beaucoup perdu. Et oui, tout ça, c'est le rouleau compresseur de l'entreprise capitaliste qui fait que les syndicats ont perdu beaucoup d'influence. Malheureusement, hein, parce que c'était quand même un contre-pouvoir important, et ça le demeure encore, heureusement, dans les grosses entreprises, mais le syndicalisme a beaucoup perdu. Et c'est ce qui dit. Vous avez remarqué que c'est, au fait, en passant, c'est Ariane Ascari qui dit le texte. Vous avez remarqué. Oui, elle a une voix très particulière. Et elle est très impliquée. Elle a été sympa parce qu'elle a fait ça évidemment bénévolement pour nous. Et c'est quelqu'un qui est vraiment bien. Et donc, oui, c'est vrai que c'est ce problème de l'individualisation, de la fin des collectifs de travail. C'est pas par hasard, hein. C'est pas par hasard, c'est que les collectifs ont été laminés, c'est une volonté des directions d'entreprise, bien sûr.
Et c'est les méthodes ce qu'on appelle les méthodes de management modernes qui font que les collectifs sont laminés. Il n'y a plus de temps de discussion, il y a plus... Alors, il y a dans le film, il y a quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur ces questions, c'est Thomas Coutreau, que vous avez vu à la fin aussi, dans la petite table ronde, là où ils sont 3, et puis il est interviewé aussi au début, et il a fait plusieurs livres sur la question du sens du travail, et il a travaillé beaucoup justement sur la question des collectifs de travail, et de comment redonner du sens en permettant, justement, en recréant des moments dans les journées de travail. Il y avait autrefois des moments où les salariés se rencontraient, pouvaient discuter entre eux. Aujourd'hui, tout ça, c'est haché, et il y a de moins en moins de temps possible pour pouvoir échanger, discuter, y compris de l'organisation du travail. Parce que vraiment, c'est important. Enfin, je veux dire, qui connaît mieux le travail que les salariés eux-mêmes? Donc, c'est dommage, tout ça, ça se perd. Ça se perd, y compris la transmission entre les anciens travailleurs et les plus jeunes, etc. Tout ça se perd énormément. Il y a beaucoup d'énergie qui se perd dans les entreprises. Et puis, on ne fait pas savoir non plus ce qui marche. Sur France Culture, ils ont passé une émission il y a 2 ou 3 mois, des petits patrons, des patrons de petites entreprises, ils étaient 3, de régions différentes, où ils expliquaient la confiance qu'ils avaient dans leurs salariés. Et l'un d'eux, justement, venait du milieu salarié. Et il était monté patron. Et en fait, il était parvenu à descendre à 32 heures par semaine, 4 jours de travail, avec une certaine autonomie. Et la preuve a été faite rapidement que la productivité était meilleure, que l'ambiance était meilleure. Mais le problème, c'est que ça, on n'en parle pas. Et c'est une évidence, c'est une évidence. Et même dans la fonction publique, quand on voit la souffrance et la démolition programmée avec des méthodes de management qui viennent du privé, enfin, c'est hallucinant. Oui, c'est vrai. Et pourtant, on avance dans la connaissance du fonctionnement du travail. On sait ce qui devrait marcher. Il y a des expériences comme celle que vous signalez, bien sûr, il y en a heureusement. Il y en a quelques-unes où effectivement, on s'aperçoit qu'à laisser plus d'autonomie aux salariés, on gagne en créativité, en motivation, en moins d'absentéisme, etc., etc. Bien sûr, bien sûr. Parce que de façon naturelle, on a envie de bien faire, en fait. On a envie que ça marche et que Oui. Mais on voit même, pour nous qui avons connu Jean Auroux, par exemple, le ministre de Mitterrand, qu'on voit dans le film, c'est une époque qui paraît très très loin. C'est incroyable son témoignage d'ailleurs. Il est très intéressant parce qu'on s'aperçoit qu'il y a un tel décalage par rapport à la façon dont ça se passe dans les entreprises aujourd'hui. Et on était content de l'avoir interviewé parce que ça permettait de renvoyer justement à une époque où ça ne se passait pas comme ça. Voilà. Il y avait encore les fameuses lois Auroux, c'était quelque chose quand même. Ça a été quelque chose. Tout ça a été détricoté, les lois travail, El Khomri, après Macron, les accords sur le travail de Macron, tout ça a été défait. Les actions au prud'homme qui deviennent impossibles quasiment. Pardon? Les actions au prud'homme qui deviennent impossibles quasiment. Oui. Dans le film, on parle assez peu. Enfin, je pense que France Télécom avait un vrai problème d'évolution de ses métiers en fait. Oui. Et on parle assez peu je ne sais pas si ça a eu lieu, c'est les efforts qu'a fait France Télécom pour former les gens et comment ça a été... on a l'impression qu'ils n'ont pas fait cet effort en fait. Ils ont préféré casser tout le monde et prendre des jeunes. Exactement. Et puis, Exactement. Ça, c'est... On en parle peu. Exactement, parce que les méthodes, l'uniformisation et l'informatisation des métiers comme dans la téléphonie a fait qu'il y avait beaucoup moins besoin de salariés. Il y avait moins besoin de salariés sur le terrain, notamment. Aujourd'hui, tout le monde est devant un ordinateur. C'est des centres d'appel. Et puis c'est simplement des métiers de cadre, en fait, à France Télécom. Enfin, Orange aujourd'hui. En même temps, c'est une entreprise qui s'est internationalisée. Il y en a dans le monde entier aujourd'hui. Mais c'est des métiers qui ont beaucoup, beaucoup changé, bien sûr. Et c'est aussi de là que viennent les difficultés pour les salariés qui ont été sur le terrain, dehors, pour s'occuper des lignes, etc., qui se retrouvent devant un ordinateur toute la journée, dans les centres d'appel avec un script comme ci, comme ça, dont on ne peut pas déborder parce qu'il faut dire exactement la même chose. Enfin, c'est terrifiant. Donc c'est vrai que c'est des métiers qui ont énormément évolué. Mais il aurait fallu
je veux dire, ça s'apprend, hein. Il aurait fallu mettre les moyens pour la formation, bien sûr. Bien sûr. Ils n'ont pas du tout fait cet effort. Ils ont décidé plutôt de tailler que de reformer. Bien sûr. Mais le problème est présent aujourd'hui. Enfin, oui. Il y a plein de métiers avec ce qu'on appelle l'IA là, qui arrive. Il y a plein de gens qui vont devoir changer de métier. Regardez la poste, l'évolution à la poste. Il n'y a pratiquement plus de courrier aujourd'hui. Donc tout ça aussi, les facteurs, c'est fini, bientôt il n'y en aura plus. Donc ça, c'est des métiers qui évoluent énormément. Et on pourrait faire face, évidemment, à coup de formation des gens, etc. C'est possible, ou de mutualisation, de métiers qui se diversifient, enfin bon. Mais il n'y a pas cette volonté, parce que ce qui est cherché, c'est la volonté, le fric. Le profit. Voilà, donc, il n'y a que ça qui compte. Il n'y a que ça qui compte. C'est dur de voir la suffisance de ces gros patrons-là. Oui. Pas coupable du tout, pas responsable et pas... Moi, je peux vous dire, j'ai assisté à des audiences, c'était terrible. Terrible, oui. Ils ne parlent pas le même langage, ces gens-là. C'est un autre langage. Il y avait des veuves de salariés qui se sont suicidés, qui étaient à la barre. Avec toutes leurs souffrances, les larmes et tout, c'était terrible, c'était des témoignages vraiment poignants. Et eux, ils étaient là, ils jouaient avec leur portable, à la limite, quoi. C'était hallucinant. Rien, pas un mot de compassion, d'excuse, de repentance, rien. Ça a été, moi, c'est une expérience incroyable. Et là, on s'aperçoit que c'est des univers qui ne se parlent pas. Et pourtant... S'ils se sentent responsables, ils le font pas au début, quoi. Oui, c'est ça. Donc, ils avaient des objectifs, il fallait que le cours de la bourse monte, il fallait que l'entreprise soit plus rentable. Et donc, la seule manière, c'était de virer les gens. De les faire partir. De les faire partir. Oui, par la porte ou par la fenêtre. Par la porte ou par la fenêtre. Non, c'est un cas tout à fait emblématique. C'est pour ça que c'est bien qu'on ait pu réussir à faire ce film. Oui, parce que c'est caricatural. L'affaire France Télécom, c'est caricatural. De façon aussi grossière, ça... Bon, la Poste, c'est quand même pas mal. Les banques, dans les banques aussi, il y a beaucoup de souffrance. Hein, beaucoup. Avec les banques en ligne, ben oui. Oui, à la BNP, il y a eu plusieurs suicides. On n'en parle pas forcément, mais il y a aussi des cas qui sont difficiles. Hein. Ouais. Mais en fait, ce qui a fait que France Télécom s'est sorti, c'est par rapport au nombre de suicides. C'est la seule entreprise où on a réussi, ils ont réussi à quantifier le nombre de suicides. Quoi. Ils expliquent très bien d'ailleurs, Sud, Patrick Ackerman le dit dans le film, c'est à partir du moment où ils ont notamment avec un travail vis-à-vis des journaux et de la presse, où ils ont fait une sorte de comptabilité macabre des suicides, c'est à partir de ce moment-là où il y a eu un effet de sidération, enfin. Et là, vous voyez, vous avez vu toutes les images d'archives, des télés, etc. Quand même, ça a été beaucoup repris. Qu'est-ce qui se passe à France Télécom, etc. Et à l'époque, ça a fait quand même beaucoup de bruit. Mais oui, c'était une affaire... L'État était surtout actionnaire. Pardon ? Donc, ça veut dire que l'État était responsable aussi. L'État était actionnaire. L'État était actionnaire de France Télécom, bien sûr. Oui, c'est pas qu'une entreprise privée. Et il y a un mot terrible d'une des intervenantes qui dit finalement l'État s'est comporté comme un actionnaire, et pas plus. Oui, c'était l'inspectrice. Oui, c'est beaucoup. Les journalistes parlent peu des problèmes dans le milieu du travail. En fait. Il y a eu à l'époque de France Télécom, la presse a beaucoup parlé. On a un peu parlé des problèmes sur les chantiers EPR, là où il y a eu pas mal de... On en parle un petit peu en fait, c'est vite étouffé. Ne parlez pas de ma corporation, parce que je suis très critique. C'est vite étouffé en fait, les gens... Non mais c'est sûr. Non mais malheureusement les journalistes, à part dans la presse indépendante, c'est pas glorieux la presse aujourd'hui. Elle n'est pas indépendante. Hein. Non, elle n'est pas indépendante, justement. C'est pas le problème. Justement. Hein, c'est indépendante, très formidable. Mais là, pour France Télécom, il y a eu quand même beaucoup d'articles. Et puis, le syndicat Sud a fait quelque chose de très malin. C'est qu'ils ont, ce que j'expliquais au tout début, ils ont invité aux audiences des gens comme moi, des journalistes, des réalisateurs, des sociologues, des psychologues, etc. Ça veut dire qu'ils ont fait entrer le procès sur le débat public, dans la société. Et ça a été vraiment malin de faire un truc comme ça. Ça a permis vraiment d'ouvrir la discussion, d'ouvrir le débat. Et à partir de ce moment-là, on a beaucoup parlé de cette affaire. Il
faut dire qu'elle était épouvantable, quoi. Elle était dramatique. Mais ça a permis vraiment d'ouvrir. Il y a eu un bouquin qui a été fait aussi, à partir de tous les chroniques des audiences, qui s'appelle La raison du plus fort. Et puis le film, qui est évidemment un témoignage. Alors le film, il a très bien marché, il a été diffusé beaucoup dans les cinémas d'arrêt d'essai. Il a beaucoup tourné, ça fait maintenant plus d'1 an qu'il est sorti. Hein. Il est sorti en novembre 2023. Oui, c'est ça, pas tout à fait 1 an. Et maintenant, il a une deuxième carrière, il est beaucoup diffusé alors dans les MJC, par la voie syndicale. Les syndicats s'en sont emparés, la CGT qui était relativement en retrait par rapport à l'affaire, et qui maintenant se réapproprie quand même et utilise beaucoup le film. Et puis Sud, évidemment. Mais bon, il est beaucoup, les associations, Attaque, la Ligue des droits de l'homme, etc. Il est beaucoup diffusé. Il y a le titre est accrocheur. Par la porte de la fenêtre. Ça accroche, hein. Même si les gens ne se souviennent plus, mais c'était vraiment, c'est ce qu'il avait dit, Lombard. Mais, tout comme un la patron mode comme ça, mais c'est une honte, une honte, vraiment. Et en plus, gaffe. Alors, il se défendait au procès en disant qu'il était gaffeur. C'est pas de ma faute. Qu'il avait fait des gaffes. Ah oui, puis à un moment donné, la mode des suicides. La mode des suicides. Là, vraiment, c'était énorme. Ouais. Enfin, cela dit, il n'est pas malheureux. Il a plus de 80 ans aujourd'hui, Didier Lombard. Il touche encore sa retraite chapeau de 350 000 € par an. Ma foi. Tous les procès, tous ses avocats, il avait une dizaine d'avocats, ont été payés par la boîte. Ça ne lui a pas coûté 1 centime. Et il a pris 12 mois avec sursis. Ça va. Il faut faire du beau. S'en sortent bien. S'en sortent bien. Franchement. Il lui reste combien d'actions orange? Ah oui, il doit encore toucher sur les actions, forcément. Oui. Tout va bien. Voilà, mais écoutez, merci à vous. Merci. Je suis contente.